Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Arthur Piquet et donc je vais vous présenter aujourd'hui un travail qui a été réalisé par Guillaume Chedeville. Et donc moi je me suis un peu occupé de la partie numérique, donc simulation CFD. Donc c'est un travail qui fait de la simulation CFD mais également des essais. Et donc je travaille avec Marez notamment, donc à la DGA, Direction Technique Hydrodynamique en Normandie. Et donc la présentation aujourd'hui, elle va parler du développement et de la validation d'une nouvelle méthode d'expertise du passage de bulles. Donc c'est pour les capteurs de navires hydrographiques et océanographiques. Donc je vais introduire la présentation par un contexte, quelques slides sur le contexte. Je vais passer assez rapidement sur les essais sur maquette, même si ça peut être très intéressant et assez complexe. Puisque en fait là le but c'est de présenter la méthodologie donc, de simulation CFD à la base, à la fin c'est ce qu'on veut, c'est une méthodologie de simulation CFD qualifiée sur des essais. Donc je vais passer un peu plus de temps sur la partie simulation CFD. Et enfin je ferai présenter des cas d'application donc, sur différentes formes de carènes. Donc sur le contexte, donc voici un peu la flotte hydro-océanographique française. Donc l'Ifremer gère 3 bateaux, donc l'Atalante, le Thalassa et le Pourquoi pas. Et côté, donc nous, ce qui nous intéresse plus côté DGA, c'est les bateaux de la Marine nationale, donc les bâtiments hydrographiques, les BH, et le bâtiment hydrographique océanographique, le BHO. Donc ces bateaux sont gérés par le CHUM et notamment le Pourquoi pas, pour certaines missions, le Pourquoi pas est utilisé aussi par le CHUM. Et donc cette étude elle fait partie en fait du programme futur, donc la capacité hydrographique et océanographique futur, donc le programme CHOF, donc qui est pour les futurs BHO. Donc elle fait partie de ce cadre-là. Et donc à DGATH, on a fait beaucoup d'expertise depuis une vingtaine d'années sur les bâtiments hydrographiques et océanographiques, donc notamment le Pourquoi pas et les BHO. Donc on a évalué plusieurs risques. Donc je ne vais pas parcourir les risques. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le risque 3. C'est le passage de bulles et les écoulements perturbés sur gondole. Donc la gondole, c'est la partie qui est en dessous le navire ici, là qu'on voit sur tous les bateaux. Donc la gondole, elle incorpore les capteurs qui vont permettre de scanner, donc de faire la partie hydrographique du bâtiment. Donc elle comporte des senseurs acoustiques généralement. Donc il ne faut pas qu'il y ait des écoulements perturbés donc, en termes de turbulence, mais également des passages de bulles. Sinon, on perd le signal, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les perturbations des sondeurs sous coque. Et souvent, aussi, devant, on le voit un peu, là, ici, il y a un capteur qui permet, lui, la communication avec les AUV. Donc, j'en ai pas parlé, mais les bâtiments hydrographiques, il y a aussi une partie recherche scientifique en mer dessus. Et notamment donc, des AUV, donc ils déploient des AUV à l'eau. Et donc, les AUV communiquent avec le bâtiment par ce petit capteur là qu'on voit ici devant. Donc ça, c'est un peu plusieurs études qu'on a fait à DGATH depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est sur le Pourquoi pas. Donc c'est un bâtiment qui a été mis en service en 2005. Donc on voit ici la gondole en dessous là. Ici, il y a des tunnels d'étrave et la partie capteur AUV. Donc ça, c'est un peu plusieurs études qu'on a fait à DGATH il y a une vingtaine d'années. Hein, ça commence à dater. Donc la première, c'est sur des calculs de calage dans un écoulement. Donc ça, c'est des calculs assez classiques. Donc on a optimisé en fait le calage, donc l'assiette de la gondole, pour limiter la turbulence, donc les effets de décollement des couches limites, mais également de la cavitation. Ça peut faire naître de la cavitation. On a fait des essais en mer à l'époque où on a vu qu'il y avait des problématiques sur le Pourquoi pas. Donc on a étudié pour plusieurs états de mer. Donc on a fait de la mesure surtout, de la mesure. Où on a étudié, on a essayé de relier le tangage, donc en gros les états de mer et la vitesse du navire à la perte de signal qu'on voyait sur les capteurs. Et enfin, on a fait des études en bassin, donc ça c'est dans le bassin d'essai de traction à DGATH. Donc à l'époque, on utilisait un colorant pour visualiser les lignes de courant, donc pour essayer de comprendre les bulles qui sont générées en surface vont se retrouver sous la coque et passer sous la gondole. Et donc, à l'époque, on visualisait avec de la rhodamine, donc c'est un colorant qui est interdit depuis 2005. Donc cette méthode, elle était quand même un peu diffuse, donc on avait un peu de mal quand même à relever les lignes de courant avec ça.
Et puis écologiquement maintenant c'est interdit de toute façon. Ensuite, donc, sur le contexte de ce qui se passe, la physique, donc, c'est à la vague d'étrave souvent ce qui se passe. Donc, sous la houle ou même en état de mer calme à certaines vitesses, il y a une vague d'étrave qui va se développer et qui va créer des perturbations, donc des bulles, faire naître des bulles. Et ces bulles vont se faire transporter par la couche limite qui se développe sur le bateau. Et donc, en fonction de l'état, le mouvement de la plateforme et de la vitesse, ces bulles peuvent se retrouver sur le capteur ou sur la gondole, sous la gondole même. Et donc cette création de bulles, en fait, elle est liée fortement à la forme de l'étrave, à la présence aussi des tunnels d'étrave et la forme des tunnels d'étrave. Évidemment, la gondole, il faut qu'elle soit le plus bas possible pour éviter, limiter les passages de bulles dessus. Et fortement, comme je dis, c'était fortement lié à la vitesse et au mouvement de la plateforme. Donc ça, c'est plutôt côté bulle. Et côté écoulement perturbé, pareil, ça peut perturber la mesure des senseurs s'il y a un décrochage, par exemple, sur la gondole ou de la cavitation. Ensuite, donc là, le but de cette étude là, que je vais présenter aujourd'hui, c'est sur le programme Chauffe. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir un outil qui prédit le risque de bullage sur la gondole. Et donc, la difficulté, c'est de faire ça en CFD, en essai. Donc en essai, la difficulté, c'est à cause de la mise à l'échelle des maquettes. On est souvent en similitude de Froude, parfois en similitude de Reynolds, mais on n'est jamais en similitude de Weber, donc le chiffre qui est lié à l'état de la tension de surface, et donc qui fait un peu la physique des bulles. Donc en essai, en fait, on ne pourra jamais reproduire vraiment le phénomène de bullage qui se crée à l'avant du navire. En CFD, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très coûteux. Donc les bulles, on parle de bulles au millimètre et en dessous du millimètre. Donc sur un bâtiment complet de 150 mètres, le maillage il serait conséquent. Donc c'est pas possible de le faire non plus en CFD. Et donc pour ça, on a voulu avoir une méthodologie un peu pour essayer de prédire justement ce risque de bullage. On a essayé de qualifier un processus CFD un peu nouveau donc à partir d'essais en bassin qui ont été faits sur un navire générique de type hydrographique, donc qui comporte aussi une gondole et un capteur. Et donc la méthodologie, ça ressemble un peu à la méthodologie qu'on avait sur les lignes de courant en rhodamine. Donc là, en fait, vu qu'on ne peut plus utiliser de colorant, en fait, ce qu'on utilise, c'est des traceurs de bulles. Donc on va créer en fait des bulles en amont de la maquette, et on va essayer de suivre ces bulles le long de la maquette pour essayer de comprendre, en fonction de l'état de mer et de la vitesse, la possibilité, le risque d'avoir des bulles sur la gondole. Et donc tout ce processus d'essai, après, on a essayé de le simuler de le reproduire en simulation CFD, et après de l'appliquer à des cas pratiques comme le chauffe. Donc je vais passer assez vite sur l'aspect essai. Donc c'est dommage qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais donc là voilà un peu le montage d'essai. Donc il a été fait dans le bassin de traction de 600 mètres à la DGATH. Et donc tout ce montage d'essai ici, il est tracté par la plateforme, donc à une certaine vitesse, donc qui simule la vitesse de déplacement du navire. Et donc en amont, on a placé ici des flotteurs qui vont suspendre un injecteur de microbules. Donc c'est un filet d'eau en fait chargé de microbules. Donc on est de l'ordre du micromètre, je crois, en termes de microbules. Et donc qu'on va lâcher dans l'eau, et donc qui vont se retrouver propagés, et donc toucher après le bateau et suivre les couches limites, tout ça. Et ensuite, on va avoir un système de capteurs ici, donc une PIV avec une tranche laser et une caméra, donc qui est dans le référentiel du bateau. Donc évidemment, le bateau il est sous la houle, là, on va rajouter de la houle, et donc le bateau il est libre en pilonnement, cavalement, tangage. Et donc ces deux systèmes sont dans le repère du bateau. Donc là, on voit ici un peu à quoi ressemblent les microbules dans la tranche PIV, par exemple. Donc sur le programme d'essai, on a vu qu'on avait plusieurs semaines d'essai là-dessus. Donc on a pu balayer plusieurs vitesses du navire. Donc pareil, le laser et la caméra, ils peuvent se déplacer en X pour différents coupes du navire, pour étudier. Donc si on veut étudier plutôt la gondole ou si on veut plutôt étudier le capteur avant.
On va évidemment faire plusieurs états de mer, donc pas de houle régulière, parce que, encore une fois, ça, c'est une méthodologie pour alimenter de la CFD. Et en CFD, la houle irrégulière, ça reste quand même quelque chose de très coûteux. Donc nous, on essaye plutôt de valider ça sur une houle régulière d'abord. Et on a fait aussi le tunnel d'étrave là, qui est ici présent, on l'a fermé, on l'a ouvert. Donc ça, c'est les essais en bassin à DGATH. Donc là, on ne le voit peut-être pas très bien, mais en gros, ici, on voit un peu la nappe, on devine. La nappe de bulle, donc, qui est injectée un peu plus en avant, là, on ne le voit pas. Et qui va se retrouver donc, propagée sous la coque, ici. Donc là, c'est un état de mer 4, je crois, si je me souviens bien, à 12 nœuds au réel. Et donc là, la nappe laser, elle est désactivée. Donc là, c'est pareil, j'aurais peut-être dû un peu éclaircir les images. Donc là, c'est la caméra qui est sous le bateau, donc dans le repère du navire. Donc là, on voit notamment le tunnel d'étrave, là, on devine. Et ce qu'on peut voir ici, c'est une espèce de filet blanc ici qui passe un peu régulièrement. Ça, c'est les microbules qui sont injectées en amont. Et donc c'est ça qu'on va essayer de suivre en laser. Donc là, c'est le laser cette fois-ci. Donc on le voit, on le devine, il éclaire un peu la carène. Et on le voit passer en dessous. Et là, on voit aussi la surface libre. Donc là, c'est un peu difficile à voir, mais avec des traitements après d'images, on arrive à isoler les bulles qui sont injectées en amont. Et on arrive à retracer un peu des cartes comme ça, des cartes temporelles. Donc là, c'est des résultats numériques après qu'on peut comparer à la CFD. Donc déjà, au niveau des essais, ce qui nous apparaît intéressant, c'est que le traceur par microbule est plus pertinent que le traceur par colorant qu'on avait utilisé à l'époque. Le colorant, comme j'ai dit, il se diffusait assez facilement. Par contre, on a eu beaucoup de mal à dépouiller les mesures, donc les mesures du PIV, parce qu'il y a plusieurs artefacts de mesure, notamment la réflexion, là qu'on ne voit pas trop, mais donc ici il y a la vague d'étrave donc, qui est créée en amont, et qui va créer elle aussi plein de bulles. Donc ça, par contre, c'est des bulles beaucoup plus grosses, qui vont briller beaucoup plus que les micro-bulles. Donc le laser va plutôt allumer les bulles de la vague d'étrave que les micro-bulles qu'on essaie de suivre. Donc ça, c'est les artefacts de mesure. Et donc la difficulté, c'est d'isoler, enfin de séparer les deux, les micro-bulles des bulles naturelles du navire. Les essais ils ont permis également de vérifier, d'étudier un peu le passage de bulles sur la gondole. Donc on a vu qu'à partir d'un état de mer 4 et pour des vitesses de 15 nœuds, on commençait à avoir des bulles sur la gondole. Et on avait on avait beaucoup de bulles, passage de bulles pour les états de mer importants. Donc là, on est à 6. Et il y a aussi un truc qu'on avait déjà un peu remarqué dans les anciens essais, c'est que lorsque le tunnel d'étrave il est ouvert, il a tendance aussi à perturber la gondole. Parce quand le tunnel d'étrave sous la houle, donc sous des forts états de houle, se retrouve en air par certains moments. Donc il emprisonne de l'air et il le propage. Ensuite, on le voit là, il le propage. Donc là, il est emprisonné. Et on voit un peu les bulles d'air ici qui touchent la gondole. Donc partie simulation CFD maintenant, donc ça je vais vous passer un peu plus de temps. Donc le but maintenant c'est de représenter, donc c'est d'avoir une méthodologie qui représente le passage de bulles sur la gondole. Donc évidemment on ne va pas résoudre les bulles comme les essais, ça c'est pas possible, il y a une limite de maillage. Et il y a des phénomènes de tension de surface qui sont assez complexes à résoudre, donc ça on ne le fera pas. Donc on va essayer de proposer deux méthodes un peu différentes pour essayer de simuler ces bulles. Donc la première c'est un peu comme le colorant qu'on avait utilisé sur les essais avec la rhodamine. Là en fait on va faire une coloration de l'OCFD, donc en fait on rajoute un champ scalaire aux 4 équations de Navier-Stokes, enfin plus les équations de la turbulence. Et donc ce champ en fait il va être advecté, donc il va être 0 partout et 1 quand on va avoir le colorant. Donc ça c'est une première méthode qu'on a testée, et la deuxième c'est une méthode particulière. Donc on injecte, ça ressemble un peu plus à ce qu'on fait en essai, donc on injecte en amont les particules et on les laisse se propager avec la solution CFD, donc il va superposer la solution CFD. Donc ce qu'on a pu voir c'est que cette méthodologie elle est très diffusive, donc vu qu'on propage en champ scalaire, on a les mêmes problèmes que la diffusion classique numérique qu'on a sur les équations de Navier-Stokes. Donc on ne l'a pas utilisé et on a plutôt utilisé la méthode particulière qui est un peu plus représentative des bulles d'air justement qu'on tente de reproduire en essai.
Par contre, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup plus de données à gérer parce que chaque particule, on l'a su au cours du temps, il peut y avoir plusieurs millions de particules au cours d'une simulation. Donc ça fait beaucoup de données à traiter. Donc rapidement sur la configuration et le maillage. Donc nous, on utilise ATH, le logiciel ANSYS Fluent pour la simulation. Donc la simulation a évidemment été faite à l'échelle maquette pour être le plus représentatif du Reynolds et des couches limites. On rajoute la présence du montage, donc le montage laser et caméra, parce que lui, il joue sur la dynamique du bateau, malheureusement. Il joue sur l'hydrostatique et sur l'hydrodynamique. Donc on l'a rajouté pour avoir la bonne dynamique du navire. Le calcul est forcément stationnaire parce qu'on fait de la houle. Le modèle pour modéliser la surface slip, c'est le modèle classique VOF, K-Omega SST pour la turbulence. Et pour le déplacement de la carène, donc en 6DOF, on utilise une librairie interne qui s'appelle le modèle libre numérique, qui est développé à la DGA. Et on utilise le Discrete Phase Model, donc c'est un modèle particulier dans la solution ANSYS, qui permet justement d'injecter les particules en amont du navire. Donc ça, c'est une représentation de la configuration de maillage, donc la déformation. Donc nous, on va déformer, en fait, on n'utilise pas la méthode d'overset, on pourrait, hein, mais c'est un peu plus coûteux. Donc là, nous, on utilise une méthode de déformation. Donc c'est le MLN, en fait, notre librairie là, qui va gérer ça. Il va déformer le maillage en pilonnement, cavalement, tangage. Le calcul est fait en relatif, comme sur la plateforme, en fait, comme si on était sur la plateforme. Et donc sur la plateforme, pour pour être au plus réaliste des effets de cavalement sous la houle, on rajoute toujours nous un bras. Donc il y a le bras cyber ici qui vient simuler le cavalement de la maquette. Et donc ce bras cyber, il a été aussi modélisé avec le MLN pour être le plus représentatif des simulations, des essais. Donc pareil, la simulation elle génère beaucoup de données. Donc on a les attitudes du navire au cours du temps. On peut avoir le couple, des plans de couple à différents couples. Donc on peut avoir la vitesse, la pression très précisément, le champ VOF qui permet d'avoir l'état de la surface libre et évidemment les données particulières au cours du temps. Donc là c'est les résultats en eau calme. Donc en eau calme il ne se passe pas grand chose évidemment. En eau calme en fait on aurait même pu faire des lignes de courant classiques parce qu'on est dans un état stationnaire. Là, ce qu'on voit déjà, c'est que la dynamique d'essai, c'est de l'eau calme, donc c'est assez facile, est bien reproduite. Et donc là, on va comparer, on va superposer les essais et les calculs. Donc les essais, c'est les maps en vert bleu et les calculs, c'est les points rouges. Donc là, on voit bien d'ailleurs la problématique qu'on disait tout à l'heure, les artefacts de mesure. Donc là, ce qui brille en fait, c'est la surface libre. Donc on n'arrive pas forcément à bien l'isoler. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les bulles se retrouvent, c'est vraiment la partie basse qui nous intéresse, se retrouvent à peu près au même endroit que ce qui a été calculé par la CFD. On le voit ici aussi. Alors là, ça va peut-être un peu bugger. Non, ça va. Donc là, c'est la partie houle régulière cette fois-ci. C'est un des cas de la houle régulière qu'on a fait passer en simulation. Donc là, ce qui est intéressant à voir déjà, c'est que la dynamique d'essai a bien été reproduite. Donc ça, c'est déjà un point assez intéressant parce que c'est déjà un truc assez complexe à faire, le mouvement du bateau sous la houle. Et ajouté à ça, donc on a l'état des particules au cours du temps, donc qu'on compare avec les essais à différents couples. Et donc là, c'est pareil, on arrive à avoir une bonne reproduction des phénomènes qu'on observe en essai. Donc la bonne évaluation en fait de la position des bulles au cours du temps sous la coque. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de données, là, on voit toutes les particules, donc ça fait beaucoup de données à traiter évidemment. Donc là, l'avantage des essais, c'est qu'on peut, des calculs par rapport aux essais, c'est qu'on peut extraire à n'importe quel endroit, à n'importe quel couple, l'état des particules. Donc ça, c'est quand même intéressant. À partir de ça, on peut créer des cartes de statistiques. Donc avec les particules qu'on a créées, on va créer des cartes statistiques. Et on va pouvoir évaluer notamment, ce qui nous intéresse, c'est la possibilité, le risque de bulles sur la gondole, donc de passage de particules cette fois-ci, sur la gondole ou sur le récepteur là avant. Donc les résultats qu'on a eu, donc déjà on a eu une bonne représentativité des attitudes en eau calme et sous houle, donc déjà c'est déjà un point positif. Au niveau des transports de bulles, on a vu quelque chose qui était comparable aux essais. Notamment, on a pu capturer justement le phénomène de capture de bulles par
par le tunnel d'étrave en CFD. Et on a pu voir notamment les projections des bulles. Donc la vague avant, en fait, elle a tendance à capturer aussi des bulles et à les projeter. Et ça, on n'avait pas forcément vu en essai, parce qu'en essai, tout est mélangé. Donc là, on peut vraiment dissocier les deux en CFD. Les statistiques, ils permettent de créer après des cartes plutôt pour évaluer le risque de passage de bulles sur la gondole. Et en termes de CFD, contrairement aux essais, on peut avoir à n'importe quel endroit du bateau l'état des particules, donc ça c'est quand même important. Et les améliorations futures qu'on voudrait rajouter, c'est donc là on injecte en amont pour faire des traceurs les bulles. Ce qu'on voudrait maintenant rajouter, c'est la création des bulles elles-mêmes par la vague d'étrave. Donc là on parle vraiment à l'échelle réelle plutôt. Donc là il y a un travail assez conséquent à faire plutôt de recherche là-dessus. Donc là on parle d'atomisation, donc c'est quand même quelque chose qui est assez complexe à faire en CFD. Mais donc nous, ce qu'on pourrait faire, c'est lorsque la bulle est trop petite, on vient mettre des particules à la place et on vient, comme on vient de le voir, propager ces particules au cours du temps. Vous pouvez aller aux conclusions, s'il vous plaît, parce que... Je dépêche ça. Ah oui. Et donc, de toute façon, c'est la fin. Ah non, il reste encore une. Non, je vais avancer un peu alors. Juste sur les formes d'étrave, je vais passer assez vite. Donc là, avec la méthodologie qu'on a mis en place, on a pu tracer des cartes et avoir notamment les distances des particules les plus basses, ou la possibilité le risque de particules sur le récepteur ou la gondole. Et donc on a pu recommander notamment donc en fonction des différents types d'étraves, on a pu recommander par exemple l'étrave inversée ou l'étrave droite qui donnent les meilleurs résultats. Et on a aussi montré que le tunnel d'étrave obturable est une option pour diminuer le passage de bulles sur la gondole. Bon, là, je vais passer assez vite fait aussi. C'est sur la physique en fait de ce qui se passe. Donc c'est forcément lié à la vague d'étrave. Donc si on la voit, elle est différente en fonction forcément du type de carène. Donc la vague d'étrave, notamment sur les carrés de référence, a tendance à projeter des bulles et donc à créer des bulles vers l'avant. Et on a pu, donc encore ce que j'ai dit tout à l'heure, on a pu capturer aussi la prise de bulles par le tunnel d'étrave en CFD. Et donc, je vais conclure sur les résultats. Donc, la méthodologie numérique qu'on a développée, elle a permis d'analyser le risque de bullage sur les senseurs. Elle a été validée avec des essais en bassin. Et les comparaisons montrent quand même une bonne pertinence des résultats. La simulation, elle a des avantages. Elle est rapide et abordable dans un certain sens. Par contre, c'est surtout au niveau de la houle irrégulière. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même des choses assez coûteuses, notamment en termes de gisement, la tenue à la mer. C'est des statistiques derrière, donc il faut beaucoup de données. Et donc ça, c'est quelque chose où on a toujours un peu du mal. Donc nous, ce qu'on voudrait faire par la suite, donc c'est un peu ce que je dis ici, là, on voudrait essayer de faire un lien entre la régulière et la régulière. Donc, pour information, la houle irrégulière qu'on a fait, là, c'est la houle qui est représentative énergétiquement de la houle irrégulière. Donc, quand on parle d'état de mer régulier, c'est des états de mer représentatifs énergétiquement. Et puis, à la fin, il y aura un travail justement sur la génération de ces bulles, parce que pour l'instant, on les a utilisées en tant que traceurs, mais il faudrait qu'on les génère physiquement. Donc voilà, je vais être un peu long, mais si vous avez des questions. Merci bien. Alors moi, je vais avoir une question tout de suite parce que j'ai pas bien compris pourquoi vous rajoutiez cette nappe de bulles alors que ce soit en essai en bassin ou même en simulation CFD, j'ai l'impression que vous avez bien vu apparaître aussi les déferlements de vagues d'étrave qui créaient les vraies bulles. Donc en fait, vous superposez des bulles artificielles avec des bulles... Mais c'est pas forcément les bulles qu'on voit, enfin c'est pas la physique des vrais bateaux, enfin donc là, il y a un effet d'échelle en fait. Il y a des effets d'échelle assez importants. Ça, on l'avait déjà visualisé dans les anciens essais dans les années 2000. Donc il y a des effets d'échelle assez importants sur l'atomisation notamment, qui fait que les grosses, donc ça reste quand même des grosses bulles en fait. C'est les bulles qui sont créées par les vagues d'étrave, ça forme vraiment des paquets énormes d'air et après qui finissent en petites bulles. Et ça ne vient pas perturber le résultat, puisque vous avez du coup des vraies bulles et des fausses bulles. Ça, c'était la difficulté des essais, là, c'était de différencier les deux. Après, l'avantage, c'est que les bulles, on les
les bulles injectées, elles sont vraiment à une taille très, très fixe, donc on peut vraiment les isoler. C'est plus facile de les isoler. Les bulles qui sont de la vague étrave naturelle, elles sont assez grosses. Donc on peut le voir un peu à la caméra, en fait. D'accord. Oui, je reviens justement sur les histoires de similitudes. Vous avez parlé des nombres de Reynolds et de Weber, qui Oui. sont sans doute très influents sur les effets d'échelle. Pourquoi vous n'avez pas utilisé le GTH pour ces expérimentations ? Alors là, après, nous, ce qu'on a intéressé, c'est surtout lié à la houle. Donc, je pense que pour la partie génération atomisation des bulles et tout ça, peut-être que le GTH serait plus d'intérêt. Par contre, nous, ce qu'on voulait relier, c'est vraiment le mouvement d'un bateau sous la houle, et ça, il n'y a que le bassin de traction qui peut le faire, avec la surface libre, forcément. Le GTH, il fait que des écoulements infinis. Enfin, il y a pas de surface. On peut pas lui faire passer une surface libre dedans. Pour relier les effets d'échelle, alors peut-être qu'à l'époque, parce qu'il y a eu des travaux en 2000, alors je ne sais pas vraiment un jour là-dessus, et peut-être eu à l'époque des travaux sur... non, Jean-François, non. Peut-être pas. Je sais pas, ça, je n'aurais pas dire, je n'aurais pas répondre à ça. Oui, j'avais une question par rapport justement aux essais et puis à la perturbation par les bulles naturelles. Est-ce que vous avez quand même regardé, même si l'objectif, j'ai bien compris que c'était de suivre les bulles que vous injectiez, est-ce que vous avez pu caractériser le comportement de ces bulles naturelles? Est-ce que vous avez pu voir si leur taille évoluait beaucoup, etc.? Non, je pense qu'on n'a pas eu assez le temps de post-traiter tous ces résultats-là. Donc la partie plutôt essai. Parce qu'en simulation, par contre, on ne voit pas vraiment les bulles sont diffusées par le maillage. Il est trop grossier pour... Donc même si on voit les vagues d'étrave, ils finissent par se diffuser, enfin tout ce qui est bulles finissent par se faire diffuser par le maillage. Donc c'est plutôt la partie essai. Et ça, je ne crois pas qu'on ait travaillé encore là-dessus. Ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus. Parce que dans la simulation numérique, finalement, les bulles que vous injectez, quel est leur modèle de comportement? C'est comme si on injectait des billes ou est-ce qu'elles ont leur propre pas dynamique? trop parler de ça, mais elles ont des propriétés spécifiques. Donc elles n'ont pas des propriétés des particules qu'on injecte. Donc c'est pas des bulles d'air. Donc au début, on a voulu faire ça. On a voulu avoir le même diamètre et les mêmes densités de la particule que celles qu'on utilise en essai. Sauf que une fois qu'elles se retrouvent naturellement, elles montent vu qu'elles sont légères. Une fois qu'elles se retrouvent en l'air, dans la méthode DPM, elles vont continuer leur vie. Donc en fait, ça faisait un brouillard qui se propageait dans la partie aérodynamique plutôt. Donc c'était pas très pratique. Donc ce qu'on a fait plutôt, c'est on les a alourdis, on les a mis à la densité du fluide, enfin de l'eau. Et donc ce qui fait qu'elles n'ont pas d'effort hydrostatique dans l'eau. Et si elles se retrouvent dans l'air, elles finissent toujours par tomber. Donc ça nous a permis de les suivre et on voit qu'on arrive quand même à bien reproduire les essais avec ces particules-là. Ces propriétés-là, en tout cas. C'est pas des vraies bulles, c'est juste un traceur. Ouais. C'est un traceur. Donc c'est comme des lignes de courant. Ça ressemble un peu à ça. Sauf que là, vu qu'on est dans des états sous instationnaires, on ne peut pas faire des lignes de courant, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Les derniers points, dans les modèles aéros, de combustion, etc., il y a énormément de travaux sur l'atomisation des carburants, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller piocher de ce côté-là. Et là, j'en ai pas parlé aussi, mais dans ces bulles, elles sont pas dues que à la vague étrave. Il y a aussi dans l'océan, dès qu'on a les états de mer 5-6, il y a une couche en fait de plusieurs mètres où il y a des bulles. Donc c'est le vent qui va arracher de l'eau et qui va créer des bulles. Et ces bulles souvent se retrouvent sur à peu près 1 mètre. Donc celles-là, on ne peut pas les éviter. Celles-là, elles passent dans le bateau. Ça, c'est naturel. Ça. Et donc celles-là aussi, elles impactent le passage sur la gondole et elles perturbent les senseurs. J'avais encore une autre question. Les bulles dans la réalité, en fait, elles viennent par intermittence. Elles sont pas en permanence générées comme la nappe que vous avez. Oui, c'est sûr. Vous n'avez pas cherché à faire une nappe alternative avec des fréquences qui correspondraient, par exemple, aux fréquences de houle, je ne sais pas quoi, pour. Non, ce qu'on nous intéresserait, c'est de relier après la physique du cassage de la vague d'étrave qui génère des bulles. Parce que là, on pourrait faire ça. On pourrait essayer de trouver une propriété qui fait que, en fonction de la turbulence, donc le champ K par exemple,
et des gradients de Voeuf. Je sais pas, on pourrait essayer de trouver une méthode qui, dès qu'il y a un critère qui est passé, on injecte des particules pour dire que à cet endroit il y a forcément des bulles. Ça pourrait être une méthodologie. Merci. Là, vous avez regardé l'influence de l'étrave sur le passage des bulles, mais est-ce que vous avez regardé la position de la gondole justement sur ces passages de bulles? Est-ce que tout simplement en mettant la gondole plus profond, plus en arrière? Ça, c'est un des premiers points au début, j'en ai pas parlé, mais dans les études des années 2000, ce qu'on avait conseillé, c'était de mettre forcément la gondole le plus bas possible et le plus en avant possible sur le bateau. Donc après, forcément, il y a des limites structurelles sur le bateau, d'aménagement, qui fait qu'on ne peut pas vraiment placer ces capteurs trop. Mais le mieux, c'est de le passer le plus devant possible pour éviter le passage de bulles dans les capteurs. Ah oui, après, il y a des questions, j'imagine, de tir en dos, enfin, j'imagine. De structure. Donc je pense qu'ils ne peuvent pas la mettre la plus basse possible. Enfin, il y a une limite en immersion, je pense. Ouais, il y a des questions de structure, après tu ne peux pas descendre trop bas. Mais après, moi j'avais une question sur les bulles. Est-ce que tu pourrais... Parce que là tu as injecté des bulles à la surface libre ou pas loin en fait. Mais est-ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas plus pertinent de faire une espèce de rideau, une densité de bulles avec beaucoup de bulles près de la surface, et plus tu vas profond, moins tu as de densité. Ça, on peut le faire. Pour être plus réaliste, parce que, effectivement, comme tu disais, tu en as partout des bulles. En CFD, là, ce qu'on voulait, c'est être quand même représentatif de l'essai. Donc les essais, l'eau, elle tombe, il y a une eau bullée qui tombe dans l'eau. Et donc on essaie de représenter un peu ça. Mais c'est vrai que pour le futur, je pense qu'on pourrait faire une injection dans l'eau, quoi. Et sur le lien avec la houle irrégulière, vous allez vraiment faire des calculs sur houle irrégulière en CFD avec l'injection de bulles ou alors ça, je ne sais pas si c'est prévu. On a déjà fait des calculs irréguliers, avoir une houle irrégulière. Donc on a vu que c'était très coûteux et on ne l'a jamais refait. Je disais, on va faire le lien régulier-irrégulier. Parce que là, si on parle un peu, c'est à peu près 7 à 15 jours de calcul pour faire de la irrégulière. Parce qu'il faut à peu près 100 périodes de houle pour avoir des statistiques propres. Non, parce que tu disais, on va faire le lien régulier-irrégulier, mais peut-être que vous aviez une méthode en fait pour essayer. Plutôt, je pense que c'est ce lien, on voulait le faire en essai plutôt. D'accord. Et ensuite, on n'utiliserait que la houle régulière en calcul. Mais la houle irrégulière en CFD, je pense que c'est pas pour moi, c'est pas pour tout de suite. Patrick. Je ne vais pas être long. J'ai travaillé chez Périou pendant une dizaine d'années et on avait souvent des bateaux avec des propulseurs d'étrave et on a fait quelques bâtiments hydrographiques. Et c'était plus des observations. En fait, très souvent, on a eu des problèmes de bulles générés par les tunnels d'étrave, plus que par l'étrave elle-même, et qui généraient des problèmes sur les sondeurs et les locs, en particulier les sondeurs. Et en particulier lorsque les bateaux chenalaient, donc ils avaient, bien évidemment, même si les tunnels pouvaient être fermés, il fallait qu'ils puissent mettre en route leur propulseur d'étrave. Et c'était à ce moment-là qu'ils avaient besoin de leur sondeur et qu'ils avaient les bulles. Et ils n'avaient pas vraiment de problème. À partir du moment où les bulles démarrent, elles durent un certain temps. Et donc ils perdaient à certaines vitesses complètement la profondeur. C'est plutôt une observation. La liaison avec les AUV, c'est un sujet. Je pense que c'est un sujet important, parce qu'on peut perdre la liaison avec les AUV, avec les bulles. Nous, on l'avait constaté. Et par contre, les problèmes de gondoles, on ne les a pas trop constatés. Mais au passage, il me semble qu'effectivement, les gondoles que l'on avait faites étaient plus sur l'arrière. Après, ça dépend des bateaux, je crois. Parce que sur Pourquoi pas, on a eu beaucoup de soucis sur Pourquoi pas. Pas trop sur Atalante et sur les BH non plus, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de... Donc ça dépend, je pense, fortement de la forme de l'étrave. En tout cas, Patrick et moi, on a pris un petit coup de jeune, là, parce que tu nous as parlé au début du bâtiment néographique La Pérouse, qu'on a fait ensemble dans les années 80. Voilà, ça. Merci. Je pense qu'on pourrait faire une dernière petite question, s'il y en a. Mais sinon, de toute façon, on a un petit pause café, je crois, qui nous attend. Voilà. Non, très bien. Merci.